ici, il y a à peu près 40 cm de terre très sableuse, et après, c'est la roche-mère. Donc, toutes nos premières plantations et tout ça, quand on creusait pour planter un arbre ou les porte-greffes, on ne trouvait pas de vers de terre, très peu de vie animale visible à l'œil nu. Hein. Quand je dis vie animale, c'est les cloportes, les mille-pattes. Voilà, il y a plein de petits animaux du sol qu'on peut voir à l'œil nu. Il y en a une grosse partie qu'on ne voit pas, mais en tout cas, voilà, le sol était vraiment très très pauvre, très très drainant. Donc nous, quand on est arrivé ici, il y avait, à part les haies là sur les côtés, et encore on a replanté aussi des arbres de haies, mais il n'y avait pas un seul arbre là, de planté. Tout ce qui est planté là, c'est nous qui l'avons planté. Et donc c'était un terrain qui était très 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 séchant. En 2017, il y a eu une grosse sécheresse. Ils avaient même fermé une partie du canal à la navigation, là côté Loire-Atlantique et tout ça, tellement c'était la sécheresse. Donc ici, autant vous dire que c'était Marseille. Hein, il y aurait pu y avoir des cigales et tout était cramé, tout était jaune. Le seul truc qui restait vert et blanc, c'était les carottes sauvages que vous voyez là-bas, là, qui sont en fleurs. Là, voilà. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment pratiquement en agriculture de montagne. On a un sous-sol de roches très dur, et quand je dis de roches, c'est pas du petit caillou. Quand on a planté nos premiers porte-greffes, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une ancienne voie romaine qui passait en dessous, parce qu'on tombait sur des dalles de schiste. Non mais je dis ça en rigolant maintenant, mais franchement à l'époque je rigolais pas trop. Et on enlevait des seaux et des seaux de cailloux du sol, enfin bon voilà. Et donc nous, comme ici, on n'avait pas vraiment la possibilité de faire un forage. Peut-être qu'on aurait pu, enfin voilà. Mais en tout cas, on s'est très vite intéressé aux questions de sol vivant, parce qu'on s'est dit, l'eau, on n'en a pas à disposition pour arroser ne serait-ce que nos fruitiers pour nous, et la pépinière encore moins, parce qu'il nous faudrait des centaines de mètres cubes à l'année, ce qui n'est pas du tout réalisable en termes de coût, ni même comment dire, d'éthique avec l'eau du réseau. Hein. Et donc on s'est dit, il faut que ça soit notre sol qui stocke de l'eau. Donc pour vous donner une petite idée de chiffres, dans les années 50, ils avaient fait des études un peu dans toute la France. Le taux de matière organique moyen, donc le taux de matière organique, ça correspond à l'humus ou au carbone. Hein, c'est la même chose. Ces trois termes-là, c'est la même chose. Donc c'était 5 à 6% de moyenne pour la France dans les terres agricoles. Aujourd'hui, si, c'était pas trop mal. Voilà. La forêt, c'est souvent entre 10 et 14%. Mais 5 ou 6% dans les terres agricoles, c'était pas trop mal. C'était la civilisation paysanne qui avait entretenu ça depuis quelques millénaires, voilà, et qui, avec les fumiers, avec tous les arbres plantés un peu partout, les systèmes d'agroforesterie, donc les bocagères, les prés-vergers et tout ça, avaient réussi, malgré les cultures et les systèmes bien sûr de polyculture élevage, hein, parce que personne n'était spécialisé que en blé, que en bête, voilà, c'était toujours mélangé sur les fermes. Donc ils arrivaient à maintenir une fertilité des sols. La fertilité des sols vient de la matière organique. C'est comme ça, quoi que l'agriculture industrielle en dise, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Et donc aujourd'hui, on est à 1% et demi à peu près de moyenne de taux de matière organique dans nos sols. Donc en 70 ans, on est passé de 5,6 à 1,5. Hein. Donc c'est une baisse assez drastique. La FAO considère, enfin l'ONU et tout ça, considère qu'en dessous de 0,9%, 1%, on est au seuil du désert. Donc là en France, on est passé de 6 à 1,5. Donc je vous laisse voir sur quelle trajectoire on est. C'est pas brillant. Étant donné qu'on considère que 1% de matière organique à l'hectare, enfin 1% de matière organique dans le sol, stocke 250 mètres cubes à l'hectare d'eau dans le sol. Voilà. Donc en France, on a perdu environ, c'est des moyennes, hein, mais ça dépend des types de sols, des régions, des climats, etc. On a perdu en gros 1000 mètres cubes par hectare de stockage d'eau. Voilà. Donc après on dit, ah bah oui, quand il pleut trop, on a des inondations. Bah oui, le sol il stocke plus l'eau, donc ça ruisselle, ça part dans les rivières et ça inonde. Et oui, on a des sécheresses, il va falloir qu'on fasse de l'irrigation, des machins, des trucs. Bah, quand tu as perdu 1000 mètres cubes à l'hectare de stockage, forcément, dès que tu as 2-3 semaines sans pluie en été, voire même 2, 3, 6 mois, comme ça peut arriver, notamment en 2022, même en Bretagne, bah, ça pose des sacrés problèmes pour les cultures. Voilà. Tu peux juste me rappeler combien ça stocke quand tu as... Peut-être bien, comment il s'appelle? C'est un gars qui fait de l'agro-éco-climatologie, quelque chose comme ça. Zarka. Je sais plus comment il s'appelle. Zarka. Je sais plus. Qui a souvent un chapeau. Je ne crois pas qu'il en avait. Mais
Mais en tout cas, il a fait voilà, une conférence que j'ai vue sur internet et il citait notamment le cas, un cas breton de Pontivy. Où en fait, Pontivy, c'est un peu pour nous, notre coin là ici, un peu élargi. C'est un peu la plaine où ils ont pu faire de la grande culture et tout ça, donc de la culture de céréales. Quand je dis grande culture, c'est culture de céréales. Et donc en fait, ils ont coupé tous les arbres. Il y a beaucoup moins de bocage qu'ici. Bon, nous déjà qu'ici, ils en ont coupé beaucoup, mais là-bas, il n'y a plus rien, quoi. Et donc suivant c'est les relevés météorologiques, hein, donc c'est pas des trucs qui sortent du chapeau. Hein. En fait, il pleut beaucoup moins à Pontivy que 20 ou 30 km à côté, parce que à côté, ils ont conservé du bocage. Voilà. Donc, voilà. Pour revenir à ton chiffre, là, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a Samuel Bonvoisin qui dit, par rapport à la terre de matière organique qu'il y avait avant la guerre, après la guerre et maintenant, il dit que pour revenir à ce taux-là, sur 1 hectare, il faudrait ramener 50 semi-remorques, mais de semi-remorques des 38 tonnes en fait. Ouais. 50 semi-remorques pour ramener la matière organique sur 1 hectare en fait. Ça revient à peu près à ces chiffres. Alors après, on peut la ramener aussi grâce aux arbres, mais je vais en parler un petit peu après. Donc, pour revenir à ici notre cas un petit peu précis, donc nous on ne pouvait pas vraiment faire d'irrigation, vu qu'à 40 cm c'est la roche-mère. On a fait venir un sourcier, l'eau en fait elle est à 6 mètres de profondeur. Donc là, c'est pas juste une pelle qu'il faut pour aller creuser jusqu'à l'eau. C'est presque de la dynamite, voilà. Donc voilà, c'était pas vraiment possible. Et on voulait vraiment cultiver et tout ça. Donc voilà, on est passé en pratique de sol vivant. Donc les pratiques de sol vivant, ça regroupe plein de choses. C'est encore assez expérimental, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui à notre époque moderne, vu que ça a été pratiqué pendant des milliers d'années par les paysans. Mais l'idée, c'est de s'inspirer des cycles naturels qui nous entourent. Donc c'est pas de sortir des grandes théories de je sais pas d'où, des solutions technologiques et des choses comme ça, c'est de se dire comment est-ce que la nature fonctionne si l'humain n'y fait rien. Donc grosso modo, nous, toute l'Europe du Nord, si l'humain n'avait pas défriché, ça serait une immense forêt qu'on appelait il y a 8-9 000 ans la forêt némorale. Voilà, ça couvrait tout. De la Norvège jusqu'à la Méditerranée. Voilà. On disait qu'un écureuil pouvait aller de Lille à Biarritz et de Brest à Strasbourg sans toucher terre. Hein. Et c'était pareil en Espagne jusqu'au Moyen-Âge. Voilà. Donc la forêt, elle, comment elle fonctionne? Il n'y a pas de travail du sol, il n'y a pas d'engrais. Donc pour vous donner une idée, les animaux aériens, si on peut dire, c'est quelques kilos à l'hectare, humains compris. Donc en forêt, ce n'est pas les déjections des cerfs et des souris et des chevreuils qui vont fertiliser des arbres de 20 ou 30 mètres de haut. Hein. Autant dire que l'azote, il ne vient pas de là. Et il n'y a pas de taille, donc pas de coup de sécateur, et il n'y a pas de produits chimiques. Et pourtant, la forêt, elle est auto-fertile, elle peut pousser au même endroit pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, sans épuiser les sols. Nous, dans les potagers, on dit qu'il faut faire de rotation des cultures pour éviter les maladies et pour ne pas épuiser le sol à certains endroits et tout ça. Comment ça se fait que dans la forêt, il y a des hêtres ou des chênes qui peuvent pousser au même endroit pendant 10 000 ans sans épuiser le sol et sans attirer de maladies? Et donc, il n'y a pas d'engrais. Et vous comparez, alors c'est pas vraiment comparable, c'est pas les mêmes plantes, mais un champ de blé haut comme ça et une forêt où les arbres ils font 20 ou 30 mètres, alors que le champ de blé il reçoit plein d'azote, on peut quand même se poser des questions sur qu'est-ce qu'est vraiment la fertilité et surtout d'où ça vient, quel est le mécanisme naturel qui crée ça. Donc nous, sous nos climats tempérés, sous les climats tropicaux, c'est pas la même chose. Il y a un seul apport qui arrive au sol de la forêt pour créer la fertilité, c'est le carbone. Voilà. Donc les feuilles des arbres qui tombent à l'automne, les branches mortes, les arbres morts, et aussi une bonne partie, donc nous les humains on ne le voit pas, mais maintenant scientifiquement c'est mesuré, ce qu'on appelle les exudats racinaires. Donc ce que la plante, ce que les racines des arbres vont injecter en substance dans le sol, juste autour de leurs racines, pour créer des conditions favorables à certaines bactéries, à une certaine frange de vie du sol, pour que leurs racines soient dans un petit cocon. C'est un peu comme nous si on met le chauffage dans la maison ou la clim. On se crée un petit cocon qui n'est pas exactement pareil que les conditions extérieures, juste à notre petit niveau pour envelopper notre corps. Les arbres, ils font exactement ça autour de leurs racines. Hein. Grâce à leurs exudats racinaires, ils créent des conditions de pH, d'oxydoréduction, différentes de celles qu'il y a à côté, et ils donnent à manger
à tous ces micro-organismes qui sont autour de leurs racines et qui leur servent à se défendre contre les maladies, à vivre, à digérer la matière organique et compagnie. Donc, finalement, mais les exudats racinaires, c'est aussi du carbone, en grande partie. C'est ce qui est issu de la photosynthèse. Donc, on a des exudats racinaires qui sont plutôt pendant la période de végétation des arbres, donc plutôt du printemps à l'automne. Et à l'automne, on a un énorme apport de matière organique de feuilles mortes et qui est digéré pendant tout l'hiver et même une partie de la belle saison. Quand vous allez en forêt, même en été, il y a encore une partie, ce qu'on appelle la litière, qui sont des feuilles pas tout à fait digérées encore. Alors des fois, elles sont déjà cassées en morceaux, mais elles ne sont pas encore totalement digérées. Et en général, cette litière, elle tient jusqu'à l'automne suivant, jusqu'à temps que les nouvelles feuilles tombent. Et donc, on pourrait se dire, mais comment est-ce que juste du carbone, alors que nous, dans nos champs, on nous dit qu'il nous faut de la potasse, de l'azote et du phosphore, les engrais NPK là. Il faut ça pour faire pousser les plantes. Dans la forêt, il n'y a que du carbone qui tombe au sol et ça fait pousser des arbres magnifiques, sans épuiser les sols et pratiquement sans maladie quand la forêt est diversifiée. Donc tout ça, ça vient de la vie du sol. La vie du sol, c'est, alors selon les études, mais c'est encore assez mal compris aujourd'hui, c'est entre 80 et 85% de la biodiversité totale se trouve sous nos pieds. Et donc toute la biodiversité aérienne, nous compris, on dépend de cette biodiversité du sol. Parce que forcément, c'est grâce à cette biodiversité du sol qu'il y a des plantes, c'est grâce aux plantes qu'il y a des animaux, et c'est grâce aux plantes et aux animaux que nous on peut manger. Voilà. Et c'est ça qui régule le climat et tout ça aussi. Mais en tout cas, tout part du sol. C'est ça qu'on a oublié fondamentalement aujourd'hui dans nos pratiques, même de jardinage à échelle familiale, mais surtout agricole, c'est que tout part du sol. Voilà. Le plus important, c'est pas ce qui se passe au-dessus du sol, c'est ce qui se passe dans le sol. Et tout dépend de ça. Toute la partie aérienne dépend de ça. Aujourd'hui, les scientifiques, je vous donne quelques chiffres pour que vous compreniez bien à quel niveau d'ignorance on est. Les scientifiques estiment connaître entre 0,1 et 1% de la vie du sol. Voilà. Donc on veut soi-disant aller sur Mars et machin, et voilà, et tout le monde est content avec la technologie et tout ça. Mais en fait, on ne connaît même pas ce qu'on a sous nos pieds et ce qui nous permet à nous, en tant qu'humains, de vivre, voilà, et de nous nourrir. Donc, cette vie du sol, elle se nourrit de carbone. C'est pour ça qu'en forêt, quand il y a tout cet apport de matière carbonée qui tombe à l'automne, ça active toute la vie du sol. On sait bien que les vers de terre, par exemple, et plein d'autres habitants du sol sont beaucoup plus actifs à l'automne, parce que c'est là où ils ont le plus à manger. Pour eux, c'est le banquet. Voilà. Et en plus, la terre est encore relativement chaude, elle a chauffé pendant tout l'été. Il y a la litière qui la protège des nuits froides. Donc même si on a des nuits froides en octobre ou novembre, le sol il reste quand même chaud. Et donc c'est là où il y a une grosse phase de décomposition de la matière pour nourrir la vie du sol. Je disais, si on prend tout le poids des animaux et des humains compris, c'est quelques kilos à l'hectare. Les vers de terre, la moyenne en France, c'est 1,2 tonne à l'hectare. Par rapport à nos quelques kilos à nous. Est-ce qu'on irait chercher des bancs si on reste ici? Juste. Vous voulez vous asseoir? Moi ça va. Moi ça va. D'accord. Dans la paille, dans la paille. Oui. C'est vrai qu'on sent la chaleur. Oui. Non, mais je pensais pas que ça. Mais si, c'est un très bon isolant. Ah ouais. Et donc voilà, donc cette vie du sol, elle est en termes de poids, elle est énorme par rapport à la vie aérienne. Donc là, je vous disais 1,2 tonne de vers de terre à l'hectare, c'est rien par rapport aux quelques kilos animaux aériens, mais il faut compter qu'il n'y a pas que les vers de terre. Les vers de terre, c'est un peu l'emblème de la vie du sol, ok, mais il y a aussi des microalgues, il y a des virus, il y a des bactéries, et surtout il y a des champignons. Voilà, des champignons, mycorhiziens ou pas. Donc les champignons mycorhiziens se connectent aux racines des arbres pour entrer en communication et en lien avec eux. Il y a les champignons saprophytes qui mangent le bois mort. Enfin, voilà, il y a plein de catégories de champignons différents. Mais le mycélium, c'est pareil. C'est en termes de poids à l'hectare, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est plusieurs centaines de kilos, voire même des tonnes aussi à l'hectare. Ça, c'est une masse pour un sol vivant. Vivant. Et sur un sol de la bouse où il n'y a que de l'engrais. C'est très très réduit. Ouais, on peut passer en sol presque mort. Alors le sol ne meurt jamais tout à fait
à part quand il est totalement parti et qu'on arrive sur la roche-mère. Même si on le matraque avec des produits chimiques et tout ça, il reste quand même un tout petit peu de vie qui est là en latence et qui peut repartir dès qu'il y aura des pratiques un petit peu plus favorables pour elle. Mais pour les vers de terre, les 1 tonne d'eau à l'hectare, c'est la moyenne en France. Ils ont fait des études, c'est dans une abbaye, je ne sais plus si c'est à Clairvaux ou un truc comme ça, bref. Donc ça fait, ils ont certaines pâtures, ça fait 500 ans qu'elles sont en prairie permanente, comme c'était les moines qui géraient ça. Donc prairie permanente, ça veut dire qu'elles n'ont pas vu un tracteur ni une charrue en 500 ans. Il y a juste eu des bêtes, en faisant gaffe de ne pas faire de surpâturage, en gérant bien la ressource. Voilà. Là, ils ont fait des mesures, ils sont à 5 tonnes hectares de vers de terre. Étant donné qu'un ver de terre, sa durée de vie, c'est d'à peu près 3 ans, vous imaginez bien que si tous les ans, il y a en gros, c'est statistique, c'est imagé, mais si en gros, il y a un tiers des vers de terre qui sont renouvelés tous les ans, dans une prairie comme celle de l'abbaye, là, ça veut dire que vous avez pratiquement 2 tonnes de vers de terre qui meurent à l'année. Donc vous imaginez bien que eux, ils sont composés comme nous, de minéraux, d'azote, de plein de choses. Alors ils mangent du carbone, mais ils sont composés de plein de choses, dont l'azote. Donc si vous avez 2 tonnes de vers de terre à l'hectare qui meurent et qui fournit de l'azote dans le sol, plus les champignons, plus les bactéries, plus les vaches qui viennent faire un caca sur le sol et tout ça, bon ben là vous avez un système qui est autogéré et qui est auto-fertile et qui commence à ressembler à celui de la forêt. En forêt c'est pareil, si vous avez entre 1 et 3 tonnes de vers de terre à l'hectare, bon ben imaginons que vous avez 3 tonnes, vous en avez un tiers par an qui meurt, vous avez 1 tonne de vers de terre à l'hectare. Donc ça c'est juste quand ils meurent. Il faut considérer que quand ils produisent du mucus pour passer dans leur galerie, ça c'est aussi riche en azote. Et leurs excréments sont aussi riches en azote. Okay, donc même pendant leur vivant, ils contribuent à la fertilité du sol. Et, ici c'était une prairie, voilà, très séchante, avec un sol très très pauvre, il n'y avait plus de vers de terre pratiquement, et tout cramait dès qu'il y avait une sécheresse. Et c'était quoi l'utilisation de cette parcelle-là avant que tu arrives? Il y a eu des chevaux, je crois, un cheval, un peu de chèvre, voilà. Mais ça n'a jamais été cultivé en champ de maïs par exemple ou de blé, en tout cas pas à l'ère industrielle, parce qu'il n'y a pas d'accès motorisé. Et est-ce qu'il était compact ton sol? Oui, très. Okay. Et donc, nous, ce qu'on fait ici, donc il n'y a pas que nous qui le faisons, nous on teste aussi un peu notre manière de faire. On aime bien aménager un petit peu ce qu'on apprend et ce qu'on voit dans les conférences, ce qu'on lit dans les livres et tout ça. Mais ce qu'on fait ici, c'est vraiment ces principes-là de sol vivant. Donc c'est d'apporter des gros apports de matière organique. Ici de la paille, mais comme je le disais tout à l'heure, ça pourrait être du foin, ça pourrait être du BRF, c'est à peu près la même chose. La meilleure matière organique, c'est celle qui est près de chez vous et qui n'est pas chère. Et pour recréer ce principe-là, comme dans une forêt. En fait, nous, on se substitue aux feuilles qui tomberaient des arbres, le temps que nos arbres poussent. Et donc, notre pépinière, là, par exemple, ici, elle est plantée, ou même de ce côté-là, vous voyez, il y a des arbres qui sont beaucoup plus grands que les autres. Même là-bas, à gauche, il y a des grands noisetiers, là. Et au milieu, il y a nos planches de pépinière, donc d'arbres qu'on va vendre. Mais nos planches de pépinière sont entourées sont bordées par des haies fruitières. Donc ces haies fruitières, on a mis des fruitiers, des petits fruits, des fleurs, il y a un petit bourdon dans le gâtillier là, qui vient butiner, des rosiers, là on commence à implanter des couvre-sols aussi. L'idée c'est que ça soit eux qui nous fassent notre fertilité à terme. C'est-à-dire c'est d'avoir une forêt linéaire avec assez d'espacement entre les lignes pour que ces lignes-là, elles créent la fertilité nécessaire à la vie du sol et à nos cultures, mais qu'en même temps, ça ne soit pas trop fermé pour qu'on puisse quand même cultiver, qu'il y ait quand même assez de soleil pour cultiver nos plantes. Donc on peut faire un petit test concret. D'ailleurs, voilà, je ne sais pas si, là en venant, l'herbe a reverdi un petit peu, mais c'était vraiment, presque tout était cramé. Là on voit que dans cette partie-là, c'était un peu moins cramé de ce côté-là, parce que c'était vraiment le long de la haie fruitière, qu'après il y a la haie champêtre qui est pas loin et que du coup quand même mine de rien ça a bien protégé. Et par contre cette partie-là, en fait l'est est ici, et comme on a ouvert un passage
par rapport à chez notre voisine pour justement pouvoir ramener de la paille et tout ça. Ici, là, il y a une espèce de courant de vent d'est qui vient tout sécher, notamment en avril, on a eu beaucoup de vent d'est. Et donc ici, voilà, ça a vraiment beaucoup cramé, plus que dans d'autres endroits. Là, on voit là, juste derrière, là, entre les paillages, là, c'est encore vert. Et ici, c'est tout cramé. Ouais. Hein, voilà. Et par exemple, le paillage, là, tu viens de le mettre. Le paillage Ouais. qui est à côté, là, il a combien de temps en Il gros est de l'hiver dernier. Ah oui, donc un an à peu près. Ouais. Ah bah oui, Un peu moins. 6 mois, 6 mois. On a fini tous nos paillages l'année dernière, enfin cette année, au mois de mars. D'accord. Et là, celui-là, on vient de le remettre là jeudi dernier, mais c'est juste parce que là, on commence à faire nos allées, parce que après, on repaille pas encore nos planches de pépinière, parce qu'on va devoir arracher les arbres qu'on va vendre, on va devoir replanter nos nouveaux porte-greffes et tout ça. Et si on paille avant, en fait, c'est chiant, il faut enlever la paille et tout ça. Donc là, pour l'instant, mais comme on a là cet hiver, enfin pas cet hiver, là, cet été, là, on a acheté 40 roundballers de paille, enfin, un tout petit peu moins, 38 là cette année, 40 l'année dernière. Donc 20 pour ici et 20 pour le terrain en face. Et dans le terrain en face, on va encore récupérer du foin. Et comme ici, là, dans cette partie-là, on met tout à la brouette. Donc 20 roundballers de paille à la brouette. Oui. Tu vois, quand tu fais là, ici, là, ça va, hein, t'es pas très loin. Hein. Quand t'es au fond, et puis même là-bas, pour la partie où on est passé là en venant, voilà. Ça fait pas mal de taf. Donc on essaye de commencer un petit peu en amont pour être moins dans le rush cet hiver, quoi. Et quelle épaisseur de paille à peu près? Alors là, pour les allées, comme il y avait encore de la paille qui restait, on n'a pas trop chargé. Après, on voit là, ici, hein, C'est 30-40 cm quoi. ouais, un bon 20, Parce qu'après, ça se tasse, 20-30 quoi. Ouais. Hein, Mais ça quand, te dure un an. quand je donne des conseils aux gens pour planter leurs arbres, je leur dis, quand vous plantez un arbre, vous leur mettez un paillage de 1 ou 2 mètres de diamètre sur 20 cm d'épaisseur. Il faut que quand vous marchiez dessus, vous ayez envie de vous asseoir comme vous avez fait. Hein. Tout en Faut que laissant ça soit comme, moelleux, quoi. tout en laissant quand même au niveau de ça s'appelle du porte-greffe. C'est bien autour du tronc, que ça soit pas collé. Oui, voilà, c'est ça. Et tu l'enlèves jamais. Alors, on ne l'enlève jamais parce qu'ici on est en terre légère, on est en terre drainante. Oui. Si vous êtes en bord de rivière et que votre terre elle est hyper argileuse, Oui. et surtout, ça dépend aussi de ce que vous cultivez, mais surtout si vous faites du potager, là il faut dépailler au printemps Ouais. pour que votre terre se réchauffe, Oui. en effet, Ouais. et vous repaillez à partir Ça, de c'est- fin mai, quoi. Et tu les laisses tout l'hiver du coup. Ah Il n'y oui. a pas de champignons qui C'est- peuvent, enfin tu vois, ou de maladies qui Eh ben, peuvent si, hiberner dedans et du coup c'est très bien. Des champignons, il y en a plein. Ok. Mais alors, en fait, c'est un peu comme pour les bactéries et tout ça. En fait, finalement, on se rend compte, c'est pareil, c'est des études scientifiques, que plus de 90 ou 99% des bactéries et des champignons sont bénéfiques pour leur environnement. Les pathogènes, en fait, il y en a très très peu. C'est un peu comme pour les insectes. Si on prend 100% d'insectes, il y en a 20% c'est des ravageurs et 80% qui sont des auxiliaires. Alors, auxiliaires et ravageurs, c'est un point de vue hyper humain. Mais en tout cas, c'est la proportion. Voilà. Pour les insectes, c'est 20-80. Donc il n'y a que 20% d'insectes en fait qui nous embêtent entre guillemets pour nos cultures. Pour les champignons et pour les bactéries, c'est pareil. Et donc, plus on accueille d'insectes dans son jardin, plus on sait que sur la population qu'on accueille, il y a les 3/4 qui vont nous être utiles. Et donc c'est exactement pareil pour les champignons et les bactéries. Plus on en accueille en masse, plus on sait qu'il y en aura les 3/4 ou 90% qui vont nous être favorables et qui vont équilibrer le milieu. Tu as eu une parcelle justement attaquée par du mildiou, tu laisses ton paillage. Tu l'enlèves pas. Le mildiou ne vient pas du paillage, au contraire le paillage peut protéger du mildiou, vu que la contamination Oui. du mildiou se fait quand il y a des gouttes de pluie. Le mildiou c'est un spore, son état primaire c'est un spore qui reste à la surface du sol. Et en fait quand les gouttes de pluie tombent, ça fait ce qu'on appelle un splash, c'est le terme technique pour le dire, un splash. Et donc les spores sont projetés sous les feuilles. En fait la goutte de pluie, ça c'est une vigne, la goutte de pluie tombe et les spores, touc, ils sont projetés sous les feuilles. C'est pour ça que quand ça arrive, on voit que ça vient du bas. Ouais, quoi. ça vient Et du Exactement. après, ça se- Exactement, et ça commence toujours sous les feuilles. Ouais. Si jamais vous avez une vigne qui a du mildiou et que vous lui mettez un coup de bouillie bordelaise ou de ce que vous voulez, faut pas juste traiter au-dessus. Faut surtout retourner le pulvérisateur et traiter en dessous. Ouais, C'est surtout le dessous des feuilles qu'il faut traiter en fait. Voilà. Donc,
Non, nous on est très contents. Alors là, il n'y en a pas. J'en ai vu tout à l'heure à l'entrée, il y avait des petits champignons qui recommençaient à pousser comme il a plu. Nous, quand il y a des champignons qui poussent dans les paillages, on est trop contents. Et du coup, des fois, quand on passe, ah regarde, là, il y a un champignon, ah super, c'est trop cool. Voilà. Donc, vraiment, et ça, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur ça. À partir du moment où on a plus de 3 à 4 espèces de champignons dans son sol, elles sont plus en concurrence, elles sont en coopération. Ils ont fait des études en laboratoire avec, au début ils prennent un substrat de culture, ils mettent une seule souche de champignons. Si on en rajoute une deuxième, la première souche qui était déjà là avant va se défendre en disant non, 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 attends, moi là j'étais tranquille, j'étais toute seule, donc en fait elle va l'attaquer. Si on en rajoute une troisième par rapport à l'initiale, bon bah déjà la première elle va devoir mettre ses efforts de défense sur deux autres souches différentes. Mais elle est encore dans le combat. Et si par contre on en rajoute une quatrième, une cinquième, là en fait il commence à y avoir des interactions communes. Et en fait il n'y a plus de. C'est pas qu'il n'y a plus de compétition, mais c'est qu'il n'y a plus de compétition à mort. Voilà. Et comment on fait pour rajouter des souches? Il faut. Alors, il y a plusieurs. Parce que moi j'ai mis du BRF par exemple, et c'est vrai que j'ai plein de champignons, mais c'est que les mêmes. Ah oui. Alors, la meilleure des souches, c'est au pied des vieux arbres. Donc c'est soit en forêt, soit si vous avez un énorme chêne chez vous, vous pouvez prendre un tout petit peu, alors sans lui creuser un gros trou qui va jusqu'aux racines bien sûr, c'est surtout sur le dessus que c'est important, vous pouvez prendre un petit peu de matière et la saupoudrer. Un peu comme vous mettriez du levain ou du sel en cuisine. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, et par contre après par-dessus il faut pailler. Parce que si vous mettez ça comme ça, là par exemple, si vous saupoudrez là, de bonnes souches de champignons, là c'est tout cramé, ils ne vont pas forcément beaucoup survivre, ils ne vont pas forcément beaucoup s'implanter. Par contre, si vous allez, par exemple, vous pouvez aussi, normalement on n'a pas le droit de dire ça, mais si vous allez en forêt et que vous prenez un tout petit peu de litière forestière, je dis bien un petit peu, hein, débarquez pas avec votre semi-remorque ou la remorque du tracteur, mais si vous prenez un sac, voilà, et vous ensemencez vos planches, vos arbres, votre jardin, vous paillez après par-dessus. Bien sûr, il faut faire ça à un bon moment. Il faut faire ça en septembre ou en octobre, quand il a recommencé à pleuvoir un peu, quand les champignons commencent à se pourruler, enfin voilà. Et donc là, vous pouvez remettre différentes souches bactériennes dans votre sol. L'autre solution, ce qu'on a fait nous ici, c'est qu'on a un chemin forestier qui passe en bas de chez nous. Et en fait, on l'a nettoyé. On a raclé en fait le chemin forestier, ce qui en fait arrangeait tout le monde parce que du coup ça évite que ça s'embourbe. Et on a récupéré en fait du sol forestier comme ça quoi. Et on l'a remonté à la brouette ici. Pour vous donner une idée, il y a certains sols qui sont tellement morts entre guillemets, en tout cas tellement pauvres en vie, que quand on met du BRF dessus, il ne se décompose pas. Et ça bloque le sol. Hein. Et donc, même en agriculture, donc ça c'est plutôt en agriculture conventionnelle, hein, donc ceux qui veulent changer de pratique. Et donc la technique c'est de prendre justement de la litière forestière. La dose c'est 100 litres à l'hectare. Ah ouais. C'est-à-dire une brouette pour 1 hectare. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait 1 hectare. Ici là la parcelle des Douglas jusqu'à la maison elle fait 40 arts. Elle fait même pas un demi-hectare. Voilà. Donc une brouette pour 40 arts, c'est vraiment du saupoudrage quoi. Enfin une brouette pour 1 hectare, je veux dire, c'est vraiment du saupoudrage. C'est vraiment ensemencé. Hein. Et après ça va se développer. Après il y a aussi des techniques de mettre des extraits fermentés de plantes, ce qu'on appelait les purins avant. Ah oui. Hein. Donc ça c'est très riche, mais plutôt en vie bactérienne que par rapport aux champignons. Mais c'est très riche en vie bactérienne. Et sinon vous pouvez aussi mettre du petit lait. Voilà. Si vous connaissez un éleveur à côté de chez vous qui transforme en fromage, le petit lait, du coup comme le fromage c'est une fermentation lactique et que c'est des types de fermentation qui se passent dans le sol, et en tout cas les bactéries qui font les levures plutôt qui font les ferments lactiques et tout ça, sont très très bénéfiques pour le sol. Donc c'est un moyen aussi de ramener aussi de la vie dans le sol. Dans le sol il n'y a pas que les champignons, il n'y a pas que les bactéries, il n'y a pas que les levures, c'est vraiment un ensemble. Et le fumier autrement c'est très bon aussi. C'est bon aussi. C'est très très bon. Plus vous le mettez frais, alors bien sûr si vous le mettez frais, il ne faut surtout pas l'enfouir. Hein, si vous le mettez frais, c'est sur le sol. Le quoi? Le fumier. Ah, le fumier, oui. Et le mieux, c'est que ça soit du fumier pailleux, hein, pas du lisier tout liquide. Hein, voilà. Mais le fumier, oui. Alors, le mieux, d'après ce que j'en sais, c'est pareil. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Tout ce que je vous dis, c'est pas la vérité absolue. Hein. C'est dans le vivant, tout évolue.
Moi, c'est ma vision des choses, c'est ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai appris. Mais voilà, c'est une vision partiale de la chose. Et donc, le meilleur des fumiers serait le fumier de vache. Voilà. Parce que les vaches ont vraiment plein de ferments et tout ça dans l'estomac et qui se retrouvent dans la bouse. Et c'est pour ça que la vache est à la base que la bouse de vache est à la base de la biodynamie qui a été promulguée par Steiner et tout ça et qui est encore utilisée aujourd'hui. La charrue avant les bœufs. Certains se disent, bah oui, tu vas pas atteler la charrue avant les bœufs. Non, en fait, c'est pas ça que ça veut dire. C'est que dans un champ, tu mets pas la charrue, tu vas pas cultiver une céréale avant d'avoir mis des vaches. Sinon, en fait, tu vas épuiser ton sol. Ouais. Ah ouais. Et cette expression-là, en fait, elle viendrait de très très loin. C'est une des raisons sûrement pour lesquelles la vache en Inde est sacrée. Parce que bah, c'est elle qui fertilisait la terre. Voilà. Alors maintenant, on a aussi d'autres techniques plus culturales. C'est-à-dire avec des légumineuses, en faisant ce qu'on appelle les fameux engrais verts, l'agriculture de conservation des sols, du semis sous couvert. Voilà, on peut aussi faire ça en partie avec du végétal, mais clairement, jusqu'à aujourd'hui, enfin surtout jusqu'aux années 50, la civilisation paysanne européenne, c'était des paysans qui étaient en polyculture élevage. Clairement. Ils avaient des vaches, ils avaient un ou deux cochons, ils avaient un peu de céréales. Les vaches, quand elles allaient au pré, en fait, c'était des prés vergers avec des pommiers pour faire le cidre. Et il y avait les haies champêtres autour. Et en fait, tout ça, ça faisait que, bah ouais, il n'y avait pas besoin d'aller acheter de l'engrais bleu qui est à 14 en NPK. Alors que ton fumier, il doit être à 3, tu vois. Voilà. Parce que tu avais tout cet environnement autour et surtout cette rotation avec les bêtes. Et ce fumier que tu pouvais récupérer quand les bêtes étaient à l'étable pour fertiliser des parcelles où elles n'allaient pas forcément. Et du coup, en fait, cette fertilité, elle était là parce que le système était diversifié. Il faut expliquer ça à Monsieur Duplon. Oui. Entre autres, il faut expliquer ça beaucoup. Et ta vision par rapport au biochar, quoi, en fait, quoi. Oui. C'est une grande question parce que savoir par rapport à l'énergie qu'on fait. Enfin bon, bref, quoi. Alors, donc, pour être tout à fait. Je vous ai dit qu'on s'intéressait au sol vivant, donc je vais être honnête avec vous sur notre démarche. Moi, au début, dans les vidéos que je regardais, notamment d'une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir si toutes ces questions-là vous intéressent, qui s'appelle Vers de Terre Production, qui interviewe et qui fait des conférences. Alors, des fois, les conférences, c'est 2 heures, 3 heures, 5 heures, et c'est du technique, quoi. Bon, si vous aimez ça. Vers de Terre Prod, ouais. D'accord. Ouais, si vous aimez ça, c'est super. Hein. Il y a plein d'intervenants. Et voilà. Mais, grosso modo, eux, leur truc, c'était de dire si vous mettez de la matière organique sur vos sols, vous allez relancer la vie des sols, vous aurez presque plus, voire plus du tout besoin de fertilisants, pas besoin de travail du sol et ça va pousser tout seul. Il y a quelqu'un sur cette chaîne-là qui est un peu un des initiateurs, de ceux qui ont fondé ça, qui s'appelle Konrad Schreiber. Il dit « Donnez du carbone à votre sol, il vous chiera de l'azote ». Voilà, c'est une phrase qu'il aime bien dire parce qu'en plus ça choque un peu les gens. Mais en gros, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais avec les vers de terre qui meurent et tout ça. Hein. Nous, ici, bon, bah, au bout de 4 ans, 5 ans, à mettre de la paille, et de toujours pas... Alors, il y a quelques endroits où on voit que les vers de terre commencent à s'étendre un petit peu, parce qu'on le voit avec les turicules. Mais voilà, et que nos arbres n'aient pas non plus des pousses de dingue. C'est pas ce qu'on cherche, on préfère qu'ils soient résilients et qu'ils aient vécu une première année de vie dans un environnement où on ne les a pas boostés pour qu'ils aillent bien après chez les gens qui les plantent. Donc voilà, c'est notre philosophie, mais quand même, il y a des années où quand tu as des arbres qui sont grands comme ça, c'est pas trop vendable quand même. Même si tu expliques aux gens que chez eux, il va pousser et qu'il est plus résilient que celui de 2 mètres qu'ils vont acheter chez Jardiland et qui a une chance sur 2 de claquer. Voilà. Mais je trouvais quand même, on parlait de la patience et du temps de l'arbre, et du sol, des écosystèmes, je trouvais que quand même ça allait pas assez vite et qu'il n'y avait pas assez de... Bonjour. Bonjour. Venez, installez-vous. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Et donc il y a 2 ans, on a... Ah oui, voilà. Je vais vous expliquer ce qu'est le biochar. Après, il y a des moyens d'améliorer aussi son sol en amenant certaines substances. Donc on peut le faire en partie avec du fumier qui va nous amener et de la matière animale et de la matière végétale, vu que les étables sont paillées, donc il y a et de la paille et de la bouse, hein, ou du crottin.
Donc ça amène aussi des minéraux et tout ça, et des ferments, des levures, des micro-organismes. Et après, on peut le faire aussi avec certaines substances minérales ou issues du vivant. Et ce qu'on appelle le biochar, en fait, c'est de la poudre de charbon de bois. Et en fait, cette poudre-là, ça a été découvert et ça connaît un essor assez important aujourd'hui un peu partout dans le monde. En Europe d'ailleurs aussi, surtout dans les pays anglo-saxons, mais ça commence à arriver dans les pays latins. En fait, en Amazonie, quand ils ont fait des relevés par avion avec des radars pour découvrir des nouveaux sites archéologiques, ils se sont rendus compte qu'il y a certains endroits où la forêt était beaucoup plus luxuriante, ou en tout cas le sol paraissait vraiment différent, et sur les radars ça marquait quoi. Donc ils sont allés voir. Donc en Amazonie, c'est des climats qui sont tropicaux, donc en fait par rapport à nous, il n'y a pas de saison hivernale chez eux. Donc il fait 25 degrés toute l'année et tout le temps humide. Donc ça veut dire que eux, par contre, ils ont presque pas d'épaisseur de sol fertile. Ils ont une couche d'argile en gros en dessous, et ils ont 20-30 cm d'épaisseur de sol, peut-être un tout petit peu plus, parce qu'en fait, toute la matière qui tombe des arbres est renouvelée et digérée immédiatement, je veux dire. Comme il fait toujours chaud et humide, la décomposition est ultra rapide. Donc en gros, c'est un peu comme si nous, nos écosystèmes ici tournaient au sucre lent, et dans les climats tropicaux, c'est au sucre rapide. Au lieu de manger 3 fois par jour des pâtes, ils mangent tous les 5 minutes un bonbon sucré, quoi. En gros, c'est un peu ça la vie du sol là-bas. Voilà. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y a certains endroits où il y a plus d'1 mètre de profondeur de terre hyper noire, hyper fertile. Et donc ils se sont demandé d'où ça venait. Et en fait, ce sont les Amérindiens qui avaient fertilisé ces sols-là. On a appelé ça la terra preta ou la terra negra. Voilà, c'est de la terre noire. Et les chercheurs ne sont pas encore tout à fait d'accord sur comment les Amérindiens ont réussi à faire exactement le procédé de fabrication de cette terre-là. Enfin, c'est pas vraiment de la fabrication, mais de mise en place de cette terre-là n'est pas encore vraiment connu à 100%. En tout cas, il y a encore des débats. Mais un des ingrédients principaux, ça serait du charbon. Voilà. Et du charbon pulvérisé. Et le charbon de bois, surtout si une fois qu'on a fait la pyrolyse, donc la combustion sans oxygène du bois, ce qui donne du bois ou de toute matière sèche, ça peut être de l'herbe, de la paille, des résidus de brasserie, là, le gâteau d'orge et tout ça marche. Et donc c'est juste que si c'est sans oxygène, ça crée du charbon, et si tout à la fin on éteint ce charbon avec de l'eau, en fait ça fait éclater les cellules, les molécules du charbon, et donc ça crée des anfractuosités tout autour des grains de charbon. C'est un peu comme nous, nos intestins, pas juste si on les déroulait, mais si on prenait toute leur surface d'absorption, ça serait, je sais plus combien, plusieurs terrains de tennis, alors que ça tient dans notre ventre. Mais c'est parce que c'est plein d'anfractuosités. Voilà. Et ben, le biochar, c'est un peu pareil. C'est plein d'anfractuosités. Et donc ça permet à la vie microbienne, aux champignons, d'avoir des abris là-dedans, d'avoir une maison tout simplement. Et le biochar stocke encore plus d'eau par rapport à son volume que l'humus. Donc ce qui est totalement incroyable, vu que jusqu'à maintenant on pensait que l'humus c'était la matière, en tout cas naturelle, qui stockait le plus d'eau, quoi. Et donc ce biochar, maintenant on peut en trouver. Alors soit on peut le fabriquer, il y a des tutoriels, soit en faisant un trou dans le sol, soit avec des fours qu'on peut fabriquer, tout ça. Il y a des fours industriels, il y a certains industriels qui commencent à en fabriquer. Alors bien sûr, il faut que ça vienne de forêts gérées durablement. Si on rase des forêts pour faire du biochar, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais nous, il y a 2 ans, donc je m'y suis beaucoup intéressé, et j'ai trouvé des études, c'est pas mal utilisé en Afrique. En Afrique, ils ont des sols où pareil, voilà, les agriculteurs industriels ont fait un peu des ravages, et certaines mauvaises pratiques de surpâturage, etc. aussi, d'expansion de la population. Et donc, j'avais lu une étude, c'était du côté de Kinshasa, donc en terre sableuse et acide, exactement ce qu'on a ici, où ils faisaient du maïs. Donc il y avait une parcelle témoin avec juste de l'engrais, une parcelle témoin avec biochar et engrais, et une autre parcelle avec, je sais plus, peut-être bien que biochar. Et en tout cas, la parcelle où il y a eu biochar et engrais, ils ont fait dès la première année 2 fois plus de rendement de maïs que celle où il y avait juste l'engrais. Voilà. C'était le même champ, juste ils l'avaient divisé, quoi. Donc c'est des résultats incroyables, quoi. Et donc
je me suis dit, si ça marche là-bas, en plus, on n'a pas le climat non plus de Kinshasa, hein, mais quand même, on a un climat de plus en plus sec, en tout cas avec de plus en plus d'extrêmes, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc des périodes estivales où il peut faire très sec, où il fait chaud, et on a une terre très sableuse et très acide. Bon. Et donc, il y a 2 ans, on a fait un crowdfunding pour acheter du biochar dans une entreprise qui s'appelle Élémentaire, qui sont à côté de Lorient. Et donc, on a commandé 1 tonne de biochar. Pour mettre, donc on l'a mis que dans cette partie-là du terrain, parce que c'est vraiment celle où notre sol est le plus mauvais, entre guillemets, en tout cas le plus superficiel. Et donc on en a mis dans toutes nos haies fruitières et dans les planches de pépinière. Et en fait, le biochar, comme ça a tendance à absorber les nutriments, c'est un peu comme le charbon actif pour le corps. Quand on veut se détoxifier, on prend du charbon actif parce que ça absorbe les toxines. Le biochar, il fait un peu pareil, il absorbe les nutriments du sol et après il les garde, mais ils sont disponibles notamment pour les champignons qui, eux, peuvent aller les rechercher dans le biochar. Et donc ils sont disponibles à plus long terme. Et le biochar, lui, il est pratiquement pas biodégradable. En tout cas, la terra preta amérindienne, ça fait 1000 ans qu'ils n'y ont pas touché, elle est toujours là, quoi. Non, pas 1000 ans, j'exagère, mais 700 ans, quoi. Et donc, nous, on l'a mis avec une matière organique, donc du fumier de vache qu'on a acheté à un GAEC là, à Aller qui sont en bio. Et donc, on a... La ferme, comment il s'appelle là De Brandéa. Brandéa. Ouais. On avait pris du fumier chez eux. Ouais. Eux, voilà, leurs vaches, ils sont en bio, mais ils sont en bio bien comme il faut, si je peux dire. Leurs vaches, elles vont à l'herbe et tout ça. Enfin, voilà, du coup, le fumier, c'est du vrai fumier de vaches qui vont à l'herbe, donc qui est très riche en levure, en vie microbienne et tout ça. Et donc, on s'est bien amusé, hein. On avait pris 12 tonnes de fumier, donc à la brouette. Et puis le fumier, quand c'est des gros paquets comme ça, on ne peut pas mettre ça, balancer ça entre les arbres à la fourche, hein, ça ne marche pas. Enfin, sur les fruitières, on aurait pu, mais dans les planches de pépinière, non. Donc on a émietté nos 12 tonnes de fumier, on a saupoudré, on avait pris 1 tonne de biochar, et on a paillé par-dessus. Voilà. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et à l'automne dernier, on a mis ce qu'on appelle de l'argile bentonite. Donc c'est extrait d'une carrière qui est en Dordogne. Et donc c'est un argile qui est composé pas mal avec de la montmorillonite et de la smectite. Hein, donc tout le monde connaît le smecta, le médicament. Voilà, c'est ce type d'argile là. Donc c'est de l'argile très très fin. Et donc c'est de l'argile qui permet d'avoir une meilleure conductivité électrique dans son sol. Et moi je pensais aussi que comme notre terre elle est très sableuse, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas mon intuition c'était que la matière organique qu'on crée en paillant, en fait elle était lessivée en partie pendant l'hiver par les pluies, parce que plus vos particules de sol sont grossières, comme une terre sableuse, et plus forcément les nutriments peuvent être lessivés pendant l'hiver et passer et puis partir dans les eaux souterraines, quoi. Donc l'argile, je me suis dit que ça allait capter aussi un petit peu ces éléments comme le biochar pour les laisser disponibles dans le sol. Donc voilà, ça c'est les 2 gros apports de matière autre que de la paille qu'on a fait sur le lieu. Et tu n'as fait aucun travail? Le travail du sol, on l'a fait au Louchet. En fait, on a planté dans la prairie, quoi. Okay. Là, à chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle planche, on a mis un cordeau, on a fait nos trous, on a planté nos porte-greffes et après on a paillé. Okay. Alors maintenant, on travaille un tout petit peu différemment, on utilise un peu des bâches plastiques. Donc des bâches comme les maraîchers là. Donc c'est des bâches qui, si on les... Ça empêche les adventices. Si on les stocke bien, alors ça dure 10 à 15 ans de durée de vie, donc on ne l'achète pas juste pour une année de culture. Hein. Nous on ne cultive pas sur bâche, par contre on s'en sert pour ouvrir des nouveaux espaces de culture. Hein, c'est-à-dire qu'on met notre bâche pendant 1 an, comme ça tue bien l'herbe qui est en dessous. L'herbe c'est pas ce qui nous embête quand on fait un bon gros paillage, l'herbe, les graminées elles meurent. Par contre le liseron, les millefeuilles, les orties, tout ça, ça meurt pas. Voilà, les rumex, ce qu'ils appellent la parelle ici. Donc désherber c'est bien gentil, mais en fait nous on aimerait bien faire autre chose de notre vie. Hein. Donc maintenant on s'est rendu compte que oui, les paillages étaient très très efficaces pour les annuelles, mais que par contre après on passait quand même des heures et des heures à 4 pattes là dans les planches à aller tirer tout ce qui poussait au travers du paillage. Et, bon voilà. Donc là maintenant on a changé un peu de tactique. Pour les nouvelles planches qu'on ouvre, on bâche pendant 1 an. Comme ça, le fait de bâcher pendant 1 an, ça tue l'herbe bien sûr, mais ça tue aussi
une grosse partie des vivaces. Et tu débâches après alors? Après on débâche, Ok. donc notre terre elle est sous la bâche, elle est bien désherbée, elle est à nu quoi. Et après on peut mettre le cordeau et planter. T'aurais pas meilleur compte à mettre du carton? Ben là tu vois par exemple ce qu'on a bâché là dans la bande verte, ça fait 4 mètres de large sur 60 mètres de long. C'est Donc, en compliqué. carton, Ouais, c'est compliqué avec du carton. Non mais en carton pour un jardin ça marche très bien. Oui, pour un jardin, ça marche bien. Mais... Et, Ouais. et par rapport à... Là, il y en a qui sont plus grands, eux ils ont 3 ans. Voilà. Mais normalement c'est ma limite, je vends pas d'arbres au-delà de 3 ans. Parce que justement on en parlait un peu ce midi. C'est plus compliqué. Bah oui, c'est ça, ouais. Non, pas trop, mais c'est surtout pour un truc de résilience chez les gens. S'ils sont obligés d'aller les arroser pendant 2 ans parce qu'ils ont planté un arbre trop grand, je préfère leur vendre un arbre plus petit et je suis sûr que dès la première année, ils poussent. Je vous montre un peu comment était le sol initial et puis je vais vous montrer un peu le résultat de ce qu'on a fait dans nos planches. Et puis après, je ne sais pas trop quelle heure il est, mais 15h30. on peut aussi... moi, j'avais pas forcément de plan défini pour cet après-midi, donc on peut aussi, suivant vous, ce qui vous intéresse, si vous avez des questions spécifiques ou quoi. C'est comme chez moi. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. Donc là, vous voyez, il a plu presque 50 mm en 4 jours. Ouais, ouais. Et donc là, elle est déjà toute sèche, quoi. Il n'y a déjà plus rien. Il y a un trou dans mes arbres. Et encore, j'aurais peut-être pu aller Non, on dans... n'a pas triché. Cette paille-là a été mise, celle-ci, là, Là, cette semaine. cette semaine. Ouais, ouais. Donc là, déjà, la paille qui est dessous, Ouais, hein, vraiment. par rapport au sol qu'on a vu avant, Ouais, vous déjà, voyez qu'elle a commencé à se décomposer et surtout qu'elle est humide. ouais. Donc là, les 50 mm de pluie qu'on a pris, ça a humidifié Voilà. la paille et là, elle reste humide. Ouais. Et là, vous pouvez Ouais. faire passer, là, si vous sentez, là, ça sent les champignons. On sent d'ici d'ailleurs. Là, ça sent l'humus. Sur un potager, tu disais qu'il fallait l'enlever. Ça dépend de la terre que tu as en S'il y a dessous. une terre argileuse, Bah, au printemps, En terre argileuse. Ouais. Bah, nous, moi, c'est plutôt terre argileuse Ouais. parce qu'il m'a dit. Et après, par expérience. Ah ouais, dis donc, incroyable. non. Ah oui, mais alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc la partie blanche, là, c'est de l'argile bentonite. Ah, d'accord. Ça, c'est la bentonite. Voilà, qui est... t'en as très peu. Oui. Ouais. Bah, j'ai mis 800 kg pour les 40 arts ici, donc c'est pas Au énorme. mètre carré, attends, au mètre carré, ça fait du combien ça fait J'ai visé Mais je la sens 2 pas bien kilos rangée, par mètre carré. 2 kilos. Donc là, vous voyez, ça fait même, c'est presque du chewing-gum, quoi. Ouais. Et par contre, ça, On est où N'importe. ça c'est ce qui reste du biochar avec le fumier. Donc là, c'est vraiment du charbon qui Ah ouais, colore c'est ça qui fait les que c'est doigts, noir, quoi. ouais, ouais. Voilà. Donc quand j'épandais ça, je revenais du jardin, j'avais l'air d'être un charbonnier. Des fois, j'en avais même sur le nez et tout ça parce que ça m'avait gratté. Et c'est un biochar à partir de quoi que tu sais, enfin, Je sais pas exactement. C'est à partir de bois de feuillu. Le bois de feuillet, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a au-dessus, qui pour l'instant n'a pas été encore beaucoup mélangé au sol parce qu'il nous manque un peu du ver de terre. Comment ça te marque ça, on va dire que c'est du C'est du biochar. charbon. Ah bah oui. Ah bah, je vais essayer de m'en procurer. Alors, chez Élémentaire, là, Ouais. ils en vendent en sac. Nous, on a pris un big bag d'une Ouais. tonne, hein, Ouais. mais ils en vendent en sac de 20 kg. Ouais, ok. Pour un potager, C'est bon, ouais. quand t'es 20 ou t'es 40 kg, Ouais. tu Ouais. les pends. Mais il faut mettre une matière organique avec, hein. Ouais. Du fumier ou Oui. de l'engrais Oui. organique. Quand je dis engrais organique, hein, pour ceux c'est qui la n'étaient menthe, pas là c'est avant, c'est l'engrais organique, c'est du fumier déshydraté. Il faut que ça soit marqué utilisable en agriculture biologique sur le sac. Vous êtes sûr que c'est pas issu de la pétrochimie. Parce que des fois, le mot engrais, Ouais, ça fait un ouais. peu Oui. peur. Oui, hein. oui. Mais voilà. Juste que c'est plus simple à mettre que de faire venir une remorque de. De fumier, De ouais. fumier. Enfin, quoi que la brandéaille, ouais, c'est... Donc là déjà, à planter, hein, c'est pas pareil. hein. Ouais. Bon, en 2022, c'est peut-être un petit peu différent. À cette période-là, oui. Ah ouais, la terre, elle est pas pareille. Donc là, déjà on a une terre qui se tient. Hein, vous avez vu tout à l'heure là, ça se tenait pas, c'était de la poudre. Donc ça veut dire que quand la terre elle se tient, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les agrégats. En plus on voit qu'il y a des tout petits trous dedans, Oui. hein, et que là la terre elle n'est pas vraiment en poudre, elle est plutôt en couscous quoi.
Donc, ce qui agrège les particules de la terre, c'est la vie du sol. Voilà. Donc, c'est les bactéries, c'est le mucus, alors je ne sais pas si on appelle ça vraiment le mucus, si je crois, des champignons. Alors, avant, on disait que c'était la glomaline de certains champignons du genre glomus. Bon, maintenant, on en revient un peu, en fait, pratiquement tous les champignons agrégeraient le sol. Mais en tout cas, ce qu'on cherche dans un sol vivant, j'en ai pas beaucoup parlé, si on a parlé des taux de matière organique et tout ça, c'est aussi la texture du sol. C'est-à-dire qu'un bon sol vivant, normalement, il doit être en agrégat. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en poussière, il est en petits agrégats, en petits couscous. Hein. Et donc, ça veut dire que l'air et l'eau peuvent passer autour de ces agrégats. Si elle est trop compacte. Si vous prenez du sable, par exemple, vous mettez du sable dans un bocal, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'espace entre les grains de sable. Si ta terre elle est trop compacte quand tu la serres comme ça, qu'elle est un peu trop argileuse. De toute façon, le paillage va l'alléger. D'accord. L'avantage de l'humus, c'est que ça allège les terres lourdes et que ça alourdit les terres légères. D'accord. Okay. Et en plus, ça fait remonter le taux de pH des terres acides et ça fait baisser celui des terres trop basiques. En fait, l'humus veut toujours faire revenir le sol à un état d'équilibre, favorable à la plupart des plantes. Voilà. Et donc, quand vous avez des petits agrégats, c'est comme si vous mettiez des graviers, par exemple, dans un verre. Vous voyez bien qu'il y a de l'espace entre les graviers. Et donc, dans ces espaces-là, l'eau et l'air peuvent passer. Un bon sol, ce qu'on considère agronomiquement comme un bon sol, c'est 50% de microporosité, c'est-à-dire 50% d'air. Un bon sol, c'est moitié d'air. Voilà. Grâce aux agrégats qui laissent passer cet air et qui permettent aux racines de pouvoir passer dans ces trous, forcément, et surtout à l'eau de rentrer et à l'air de rentrer aussi. Alors, le sol, il y a de l'air dans le sol, mais qui n'a pas la même composition que l'air que nous, on respire. Parce que avec toute la vie qu'il y a dedans, il est moins renouvelé qu'en surface. Il est plus chargé, je crois, en CO2. Mais en tout cas, il y a quand même une atmosphère spécifique au sol. Voilà. J'essaie de vous donner un bout sans trop... Donc on ne peut pas les respirer sous terre. Et voilà. Si vous voulez voir et toucher. Quand on casse délicatement, on n'a pas de la poussière, on a des petits grains. On a des agrégats. Voilà. Et ça, ces agrégats, c'est la vie du sol. C'est la vie du sol qui permet d'agréger la matière. Voilà. Et les vers? Ils ont pas poche pour chez toi. Les vers de terre? Alors les vers de terre, eux, ils participent. Eux, ils font plutôt des galeries. Voilà. Alors, pas tous les vers de terre. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vais en parler des vers de terre. Et vous savez déjà que vous avez un déficit ici de vers de terre? Oui. Ça se voit au turicule. Ah, au-dessus là? Oui, ce que des fois, ce qu'on dit les crottes de vers de terre, là, les petits tourbillons là, qui laissent dessus. En fait, il y a 3 grands types de vers de terre. Alors, on appelle ça des vers de terre, on devrait plutôt appeler ça des lombriques. En fait. Il y a les vers de terre épigés, c'est-à-dire de litière. C'est comme quand vous faites un compost, ou comme quand dans la forêt vous grattez dans les feuilles, ou des fois sous les paillages on les voit à l'automne. C'est ce qu'à l'air libre, quoi. Oui, eux ils vont pas dans le sol. Enfin, ils s'enterrent un tout petit peu des fois pour se protéger, mais leur nourriture c'est la litière. C'est au-dessus du sol, enfin qui est sur le sol. Donc eux, ces vers-là, c'est souvent des vers qui sont petits, qui sont rouges. Des fois on appelle ça les vers rouges ou les vers de fumier. Et quand vous les mettez dans la main, s'ils sont bien en forme, presque ils sauteraient de la main. Ils sont hyper vigoureux. Donc eux, voilà, c'est vraiment les vers épigés qui restent à la surface. Eux, leur travail, c'est de décomposer, de faire une première décomposition de la litière. Et après, il y a les vers... alors, est-ce que c'est anésique? Oui, anésique. Donc les vers anésiques, c'est les gros vers de terre qu'on trouve quand on bêche le jardin avec des anneaux. Oui, les tout petits ont des anneaux aussi, mais ils sont plus petits. Les anésiques, ils sont quand même colorés. Ils sont souvent marrons. C'est ce qu'on qualifie le plus souvent de vers de terre. Donc eux, ils vont creuser des galeries verticales, plutôt dans le sol. Donc en fait, ils vont monter dans leur galerie pour aller chercher de la matière organique en surface. Et ils vont la digérer, et c'est eux qui font les petits turicules qu'on voit à la surface. En fait, ça, c'est un peu comme s'ils faisaient, il y en a certains qui comparent ça à du fromage. En fait, c'est de la matière organique qui est prédigérée, et comme le tube digestif du ver de terre, enfin un ver de terre, c'est presque que un tube digestif, soit dit en passant, mais en fait, il contient plein de bactéries et tout ça. En fait, ces turicules, c'est de la matière organique qui est en train de fermenter, et ça leur fait une réserve de nourriture qu'ils vont revenir aller chercher pour la manger une fois qu'elle aura fermenté. Un peu comme nous quand on fait du fromage, au lieu de boire le lait directement, on fait du fromage qu'on laisse fermenter et après on va manger ce fromage. D'accord ? Ça nous fait une réserve de nourriture. Et donc eux, ils vont
c'est plutôt eux qui vont permettre à la matière organique qui s'est décomposée en surface de descendre dans le sol pour aller fertiliser, en tout cas apporter plus de matière organique dans les couches plus profondes du sol. Et après, on a les vers vraiment qu'on appelle endogés. Donc ceux-là, ils font des galeries horizontales, mais ils sont vraiment dans les horizons beaucoup plus profonds du sol. Ils remontent presque jamais à la lumière. Et eux, en fait, ils ont un cycle de vie qui est beaucoup plus lent parce qu'il y a beaucoup moins à manger. Plus on descend, moins il y a à manger, moins il y a de matière organique. Et souvent, ils sont, alors c'est assez rare d'en voir, il faut creuser un peu profond, ils sont translucides. Parce que comme ils remontent jamais à la lumière, et leur peau n'est pas du tout pigmentée. Voilà. Donc il y a vraiment ces 3 types-là de vers de terre. Donc quand on trouve des tout petits juste en surface, c'est souvent les vers de fumier, c'est les épigées. Et quand on en trouve quand on bêche, c'est souvent ceux qui font les galeries verticales, les anéciques. Et les endogés, c'est assez rare d'en trouver. Est-ce que tu peux avoir trop de vers de terre? Non. C'est clair. Non, si t'en as trop, je peux m'en amener des poignées. Hein. T'es preneur. Ouais, je suis preneur. Et si tu apportais des vers de terre là, ils s'installeraient ou Oui. ils mourraient si la Alors, terre est trop... Justement, j'ai failli en acheter là cet hiver. Et si on avait vendu un peu plus d'arbres, je pense que j'en aurais acheté. Ah d'accord, ok. Pour faire des foyers Ouais. à intervalles réguliers pour essayer de réensemencer. Accélérer un petit peu voilà. le processus. Ouais, accélérer. Ouais, c'est toujours ça. Parce qu'ils vont revenir là, avec tous les paillages, tous les arbres qu'on a plantés. Mais faut Moi le temps maintenant, je qu'ils- suis arrivée il y a 3 ans aussi, au début il y en avait 0. Maintenant il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Quoi. Et je pense que comme on a eu, là ces 10 dernières années, on a dû avoir au moins 5 sécheresses ou 6 sécheresses. Quand ils ont que 40 cm de terre et qu'après c'est la roche-mère, ça les aide pas non plus à aller se mettre à l'abri. Non, Quoi. non, c'est sûr, Hein. oui. Donc même si tu pailles et tout Oui. ça, c'est compliqué pour eux. Puis les terres sableuses, ils aiment pas trop ça. Ça accroche, Oui, oui, le oui, sable oui. et tout ça, leurs galeries s'effondrent. Voilà. Donc des vers de fumier, bon là il n'y en a pas trop en ce moment parce que c'est pas du tout la période où ils sont là. Mais en hiver, on en voit quand même pas mal. Quand on retire nos paillages pour planter, on en voit pas mal. Par contre, des vers anéciques, ceux qu'on aimerait bien pour que justement ils nous mélangent ce qu'on met comme apport, qu'ils le descendent un peu plus profondément dans le sol, ça, on n'en voit pas. Presque pas. J'ai certains endroits où j'en ai, et je vois justement grâce au turicule que ça s'étend un petit peu, mais ça s'étend un mètre tous les ans. Et moi je voudrais que ça soit 10 ou 20 mètres tous les ans pour que ça colonise en 10 ans, que ça fasse le terrain. Quoi. Mais les turicules, voilà. tu les vois pas toute l'année, ça? Il y a que des périodes de l'année où tu les Non, vois? c'est plutôt au printemps. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. T'es sur le temps long. Oui, mais moi je veux bien que mon temps long ça soit 10 ans. 100 ans, ouais, ça me là, paraît c'est un petit peu embêtant. long. Quoi. Voilà. Mais voilà, après, après la fertilité du sol ne vient pas que des vers de terre, hein. Il y a aussi tout le reste, mais c'est quand même emblématique. Et quand même, si dans ton jardin, quand tu mets un coup de bêche, tu as 3 vers de terre, tu peux te dire que quand même, là tu es plutôt bien niveau fertilité, et que si tu plantes des trucs, ça va plutôt bien pousser. Quoi. Dis pas, il va être jaloux. Ouais. C'est fou, hein, Nous, on parce en a que plein. je suis content, Ah oui. que j'ai plus ici. Ouais, derrière, ouais. Je viendrai t'en piquer. Parce qu'ils t'en font combien, mettons, pour un